Bienvenue à tous dans Smart Mobility, le magazine des nouvelles mobilités de Via Grand Paris, en direct et en public de l'atelier Renault sur les Champs-Élysées. On va parler aujourd'hui de mobilité électrique avec l'interdiction à la circulation des véhicules diesel en 2024 dans Paris et essence en 2030. Il va falloir apprendre à circuler autrement. Mais serons-nous prêts demain, en 2024, à rouler à l'électrique? Ça fait partie des questions qu'on va poser à nos invités. On s'intéressera aussi au prix du véhicule électrique, à son autonomie, à la recharge. Beaucoup de questions sur le sujet. Mais rouler électrique, c'est pas uniquement rouler en voiture électrique, c'est aussi les transports en commun. La RATP va complètement renouveler sa flotte sur la région Île-de-France. Le véhicule électrique, c'est aussi la mobilité solo, les gyroroues, les trottinettes, les vélos électriques. Et tout ça, eh bien, c'est la promesse d'une ville plus silencieuse. Beaucoup d'invités, beaucoup d'intervenants, beaucoup de reportages tout au long de ce Smart Mobility. Je vous présente nos premiers invités. Je suis très content qu'ils aient accepté notre invitation pour parler de ce sujet éminemment dans l'air du temps. Éric Fintimbre, vous êtes le directeur du programme véhicule électrique de Renault. Bonsoir. Merci d'être là. Dominique Lagarde, vous êtes directeur du programme mobilité d'Enedis. Bonsoir à tous. Avec nous, eh bien, notre experte, elle aura un regard extra-frontalier. C'est Bérangère Mesqui, directrice du département développement durable et numérique de France Stratégie. Bonsoir. France Stratégie qui est le think tank du gouvernement, l'organe de réflexion vers qui on se tourne pour pondre des notes. Et vous avez pondu une note très récemment sur la Chine qui est très très conquérante en matière de véhicules électriques. Est-ce qu'on est déjà dépassé ? Alors dépassée, pas encore, mais vous l'avez dit, la Chine est très conquérante et elle a la volonté et les moyens de devenir un des leaders mondiaux demain, et c'est pour ça qu'il est urgent pour l'Europe de réagir dès aujourd'hui pour ne pas se laisser passer par la Chine sur le marché du véhicule électrique. Alors, vous en direz plus dans quelques instants, mais pour bien comprendre le sujet que l'on traite, il faut d'abord parler de la pollution de l'air. C'est bien pour ça aujourd'hui qu'on se pose la question de la fin du diesel et du moteur essence, de la fin des véhicules polluants. Alors, avant de vous entendre tous sur les nouvelles mobilités électriques, on va regarder un reportage, puisque c'est une annonce finalement d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a finalement mis le débat sur le devant de la scène avec l'interdiction des véhicules diesel à circulation dans Paris en 2024 et en 2030 pour les moteurs essence. Et de toute façon, l'État embraye le pas puisqu'en 2040, il ne souhaite plus qu'il y ait de constructeurs qui réalisent des véhicules polluants. Alors on regarde tout de suite le reportage de Sébastien Cotet qui pose une question toute simple. Mais serons-nous prêts ? Zéro véhicule essence dans les rues de la capitale en 2030, c'est le pari d'Anne Hidalgo. Avec la fin du diesel déjà prévue pour 2024, l'objectif est ambitieux, tant le délai est court. Mais les constructeurs seront-ils prêts? Selon ce cabinet d'audit, le marché va s'emballer. En 2030, 30% des véhicules devraient être électriques et les constructeurs commencent déjà à anticiper. C'est une prise de conscience forte et généralisée de l'écosystème automobile autour des nouvelles mobilités et notamment autour de la mobilité électrique, puisque l'ensemble des grands constructeurs, et on a pu le voir à Francfort, propose et annonce une arrivée d'ici 2 à 3 ans, non pas d'un véhicule électrique, mais de gamme entière de véhicules électriques. C'est la grande transformation de l'industrie à venir. Aujourd'hui, les véhicules électriques ne représentent que 1% des ventes en France. Les raisons? Des prix élevés et une production encore largement tournée vers le moteur thermique. Mais dans la capitale, il reste beaucoup à faire pour l'électrique. Priorité numéro 1, développer le réseau de bornes de recharge. La mairie de Paris a commencé à déployer les bornes Bélib, 180 points de recharge prêts à l'emploi en 2016. Avec la fin d'Autolib, la municipalité veut développer l'autopartage électrique. 1000 places de stationnement seront réservées à ce service en 2019. Autre mesure, continuer à accompagner les autres modes de transport. La mobilité de demain, de notre point de vue, c'est surtout la capacité à faire fonctionner l'ensemble des modes de transport existants. Je parle du métro, je parle des bus, je parle des trains, je parle des voitures et des taxis, de manière totalement linéaire, connectée, et de rajouter un certain nombre de services qui restent à inventer. On a vu l'arrivée de scooters qui sont en location dans la ville de Paris. Il y a beaucoup de choses à inventer, il y a beaucoup de choses à faire fonctionner ensemble, et c'est l'harmonie de ce système ensemble qui va créer cette mobilité nouvelle qu'on peut attendre pour 2030-2035. En Île-de-France, moins de 25 000 véhicules électriques circulent, soit 0,3% de l'ensemble du parc automobile de la région. Alors allons-nous vers la fin des moteurs diesel et essence? On va en parler tout de suite avec un constructeur automobile, avec Éric Fintimbre, directeur du programme véhicules électriques chez Renault.
question toute simple, l'électrique, c'est vraiment inéluctable, c'est réellement l'avenir? Avant d'être l'avenir, c'est le présent. Aujourd'hui, la mobilité électrique chez Renault, ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on y a investi massivement. On a une gamme de 5 véhicules électriques qui est disponible, qui couvre depuis les petits objets de mobilité urbaine que sont le Twizy, notre Zoé qui est le véhicule le plus vendu, et puis aussi des véhicules utilitaires pour les besoins des professionnels. Donc on a vraiment une offre complète dès aujourd'hui et qui est, grâce aux 6 000 euros d'aide de l'État aujourd'hui, à des coûts équivalents en France à des véhicules thermiques. Il n'y a pas d'autre solution, en fait, que l'électrique? Faire moins que 0 émission à l'usage, c'est difficile. Donc aujourd'hui, les seules solutions effectivement, qui permettent de résoudre à la fois les problèmes de qualité de l'air, mais aussi les problèmes de CO2, les problèmes de dépendance énergétique, eh bien, c'est véritablement des véhicules électriques. Alors après, il y a plusieurs modes de stockage de l'énergie. Celui qui marche aujourd'hui à grande échelle, c'est la batterie. On peut imaginer que demain, il y ait d'autres modes de stockage. On parle de l'hydrogène, mais je dirais ça, c'est pour dans un deuxième temps. Aujourd'hui, la réalité, c'est la batterie comme mode de stockage du véhicule électrique. Voilà, et les Français commencent à rouler l'électrique, on va en parler dans quelques instants, mais quand on dit rouler électrique, il faut quand même brancher la voiture sur une prise de courant, puis il faut que derrière il y ait l'électricité, donc c'est un problème d'infrastructure. Alors on est content d'avoir avec nous Dominique Lagarde, qui est directeur du programme mobilité électrique d'Enedis. Enedis, votre métier, je le rappelle, c'est gérer le réseau de distribution électrique. Alors vous avez une flotte de 1700 véhicules électriques sur 17 000 voitures, donc évidemment vous êtes conquis par l'électrique. Ça pose quand même un vrai questionnement. Est-ce qu'on est capable, si demain on se branche tous chez soi à 21h en rentrant du boulot, de brancher sa voiture et d'avoir de l'électricité partout dans la maison? Il n'y a pas les plombs qui vont sauter? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faut avoir une vision assez sereine du comportement du réseau dans la durée pour accueillir l'ensemble des véhicules électriques. On a déjà un certain nombre de références. Vous l'avez dit, on a 1700 véhicules à Enedis. Donc on a quelque part une expérience humaine en vraie grandeur de ce que c'est que rouler électrique, de l'acceptation d'ailleurs des différentes personnes près des véhicules, qui n'est pas toujours aussi nette qu'on veut bien le voir. Et puis aussi de la gestion des recharges, y compris sur nos propres sites, puisqu'il y a toujours une petite pointe au retour des véhicules sur la base. Et donc c'est déjà des choses qu'on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a 150 000 véhicules électriques en France, oui. Donc vous arrivez à gérer là, le réseau. Hein. Et puis vous savez, c'est un sujet de puissance, un appel de puissance. Et au même moment, tout le monde veut de la puissance. Alors peut-être pour prendre une image qui est déjà réelle aujourd'hui, vous savez peut-être que l'ensemble des panneaux solaires français, ou la quasi-totalité, sont déjà connectés au réseau de distribution. Et donc quand un nuage passe, on a clairement un grand changement dans l'énergie qui est appelée, dans la puissance aussi qui provient de ces installations. Donc ce genre d'effets qui sont finalement assez rapides, on les gère déjà aujourd'hui avec des grandes installations en grand nombre, et donc on voit l'arrivée des véhicules plutôt avec sérénité. Bon, alors en France, on a toujours tendance à dire qu'on est number one surtout, on est toujours premier, on est les bons élèves de la classe. Alors est-ce que c'est le cas avec le véhicule électrique? On va vous poser la question, Bérangère Mesqui, vous êtes directrice du département développement durable et numérique de France Stratégie. Et je le disais en introduction, les Chinois, ils sont vraiment à fond. Nous, on en est où? Déjà par rapport à nos voisins européens. Alors est-ce qu'on est les premiers de la classe en Europe ou pas? Alors, on n'est pas les premiers de la classe en Europe. Il y a la Norvège, quand même, qui est bien meilleure que nous, puisqu'ils ont un peu plus de 40% des ventes de véhicules qui sont des véhicules électriques. Ils visent un objectif de 100% de ventes de véhicules électriques en 2025. Donc, nous, notre objectif, c'est 2040. On est un peu derrière. Mais on est quand même dans les 8 premiers pays mondiaux en termes de développement des véhicules électriques. Donc, la Norvège, ils sont premiers. Et ensuite, on a quels autres pays qui sont bien en avance en Europe? C'est les pays scandinaves surtout? Alors, en Europe, c'est surtout la Norvège. Ensuite, on a les villes californiennes et la Chine, qui sont vraiment donc, les 3 points où le véhicule électrique dépasse 10% des ventes. Ensuite, au niveau européen, il y a les Pays-Bas, qui sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais qui sont à peu près égalité avec la France. Il n'y a pas de grande différence. Et comment on explique qu'ils soient autant d'avance? Les Norvégiens, alors ils ont des aides financières particulièrement conséquentes pour développer le véhicule électrique, puisque les véhicules électriques sont exemptés de taxes à l'importation, ce qui fait qu'à l'achat, le véhicule électrique coûte moins cher que le véhicule thermique. Donc rien que ça aide à faire développer les ventes. Et puis ils ont également toute une série d'aides non financières
Ça peut être des péages gratuits, c'est la possibilité d'utiliser les voies de covoiturage ou les voies de taxi. En Norvège, il y a aussi les ferries qui sont gratuits pour les véhicules électriques. Toutes ces petites aides non financières, ça incite pas mal à utiliser des véhicules électriques. Alors on y reviendra au cours de l'émission parce que vous avez réalisé un rapport vraiment très épais, je l'ai lu, mais qui est vraiment très instructif parce qu'on comprend vraiment pourquoi certains sont en avance par rapport à d'autres et on voit bien que le déclic, c'est l'incitation financière. Un mot quand même sur les Chinois. Eux, la logique, c'est quoi? C'est vraiment la volonté de faire un pas technologique en avant parce que sur le thermique, ils n'étaient pas en avance. Oui, c'est vraiment ça, c'est une volonté industrielle. Sur le marché du thermique, c'est beaucoup trop technique et ils n'avaient pas pris le pas au bon moment. Là, avec le véhicule électrique, ils peuvent se positionner très vite sur une technologie plus simple. Et puis, ils ont un contrôle important, qui n'est pas exclusif, mais important de la chaîne d'approvisionnement des métaux. 70% du cobalt utilisé pour les véhicules électriques est raffiné en Chine. Et ça leur donne quand même une vraie position de force. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est 50% des véhicules aujourd'hui électriques sont en Chine déjà? Aujourd'hui, 50% des véhicules vendus sont vendus en Chine. Ah oui, quand Ils même. devraient atteindre le million de ventes en 2018. Et ils ont des objectifs importants? Et ils ont des objectifs très importants. Ils visent 16 millions de ventes en 2030, ce qui ferait un parc de 80 millions de véhicules électriques en Chine en 2030. Et il y a plusieurs constructeurs qui sont prêts à attaquer le marché mondial? Alors aujourd'hui, les Chinois se concentrent vraiment sur leur marché intérieur. Ils ont une demande énorme, ils ont un marché intérieur en pleine explosion. Et donc, pour l'instant, ils se concentrent vraiment sur la Chine. Et c'est pour ça que pour l'Europe, c'est vraiment l'opportunité aujourd'hui de se positionner et de développer des constructeurs européens qui pourraient concurrencer les constructeurs chinois au moment où eux décideront de venir regarder nos marchés. Éric Fintin, c'est vraiment très intéressant. On se rend compte finalement aujourd'hui qu'on est à l'an 1 du véhicule électrique ou peut-être l'an 2 de la voiture, je ne sais pas comment on peut le dire. Mais on se rend compte que c'est même un enjeu géopolitique. C'est clair, puisqu'aujourd'hui, l'automobile, c'est un grand employeur dans tous les continents, et donc avec beaucoup d'enjeux sociétaux autour de ces éléments-là. Donc, et la Chine, c'est aussi un marché très important pour Renault, parce que finalement, si aujourd'hui on a plus de la moitié des véhicules électriques au monde qui sont en Chine, ça veut dire que les volumes, la compétitivité des coûts va venir de là-bas. Et c'est important pour qu'on vienne se positionner sur ce marché, pour pouvoir amener en Europe aussi des véhicules électriques extrêmement compétitifs, parce qu'au niveau mondial, on aura des gros volumes. Donc le lien Europe-Chine, il est fondamental. Ensuite, pour revenir sur l'aspect batterie, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la génération de batteries actuelles, l'Europe a, je dirais, un peu raté le coche. Et c'est vraiment Corée, Chine et États-Unis qui trustent la production mondiale. Ce qu'on espère et ce qu'on appelle de nos voeux, c'est que pour la prochaine génération de technologie qui arrivera 2024-2025, on est vraiment une industrie européenne forte en matière de batterie également. Dominique Lagarde, et lorsqu'on est distributeur comme ça de réseaux électriques, est-ce qu'on regarde avec intérêt ce qui se passe en Chine? Est-ce que vous avez à apprendre des choses des Chinois? Oui, bien sûr. Moi, je serai en Chine de la semaine prochaine, donc c'est vraiment très concret. Et là, l'intérêt pour nous, c'est de voir comment les réseaux de distribution, qui sont des énormes organisations en Chine, province par province, comment elles gèrent l'arrivée de ces véhicules. Donc ça a été dit, c'est une opération industrielle majeure en Chine. Et donc nous, on est très connectés, on va dire, avec justement nos homologues là-bas pour bien comprendre ce qu'ils font. Et d'ailleurs, sur d'autres terrains de jeu, on est en partenariat avec eux pour faire l'inverse, c'est-à-dire apporter chez eux un certain nombre d'expériences qu'on a ici en France. Éric Fintin, Bérangère disait à l'instant que finalement c'est peut-être une chance que les Chinois n'arrivent pas tout de suite. Ça permet aux constructeurs français de se préparer. Il n'y a pas trop de pression quand on est constructeur français, parce qu'il y a quand même la pression du gouvernement. Bérangère Meski pourrait en parler. La pression, on se l'est mise déjà nous-mêmes, puisque dès 2012, on a sorti la gamme de véhicules électriques et on s'est positionné en tant que leader. Maintenant, la pression, elle arrive de plusieurs manières. Elle arrive par les consommateurs qui basculent de plus en plus vers cette technologie. Il faut savoir que même cette année, on a souffert à certaines périodes de pénurie, avec des délais assez longs, parce que finalement, le succès qui s'était fait attendre a été vraiment au rendez-vous et on sent vraiment ce point de bascule. Ça va être aussi une pression forte l'année prochaine, avec beaucoup de concurrents qui arrivent sur le marché. Mais nous, ça ne nous fait pas peur. On est assez confiants de l'expérience qu'on a apprise.
Et puis des gros enjeux aussi pour l'industrie automobile en 2020 avec des objectifs d'émissions qui vont faire que les véhicules électriques sont incontournables. Donc grosse pression, mais grosse volonté et détermination des hommes et des femmes de Renault pour rester leader en Europe. Benjamin, est-ce que l'État met la pression sur les constructeurs automobiles français? Alors, moi, je ne suis pas l'État. Non, bien sûr, je sais bien. Vous avez étudié la question. On conseille, voilà, on lance des idées dans le débat public. Et puis ensuite, c'est effectivement les ministères, et notamment le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui décident. Et effectivement, l'objectif de 0 véhicule thermique vendu en 2040, j'imagine que ça met la pression sur les constructeurs. Et il y a des chiffres aussi. Je crois que c'est quelques 3 millions de véhicules électriques qui sont souhaités par l'État dans les prochaines années. Non, moins que ça? 1 million en 2022 sous contrôle de notre collègue de Renault. Oui. D'accord, Ouais, ok, très bien. Alors vous êtes convaincus tous autour de cette table, évidemment, de l'intérêt du véhicule électrique, mais qu'en est-il du consommateur? Il est intéressant d'avoir son ressenti. On a été dans les rues de Paris, vous posez la question, est-ce que vous seriez tenté par un véhicule électrique, une voiture électrique? Et si finalement vous n'avez pas encore fait ce choix, pour quelles raisons? On écoute tout de suite ce micro-trottoir réalisé par Quentin Mauclair. Est-ce que vous seriez prêt à passer à la voiture électrique et si oui, pourquoi? Bah oui, parce que c'est moins polluant. La plupart de mon utilisation, c'est dans Paris, quand ça m'arrive. Et c'est l'avenir. Si le gouvernement veut le développer, il n'a pas le choix en France. Il faut mettre des bornes un peu partout. Quand vous êtes hors de Paris, il n'y a pas que Paris en France. Donc automatiquement, quand vous sortez à 100 km, vous êtes coincé. L'autonomie, quand on veut faire des grands voyages pour partir en vacances, eh bien, on ne peut pas vraiment prendre sa voiture puisqu'on ne peut pas dépasser les 200 km. Je pars très peu souvent en vacances en voiture. Donc si une voiture fait à peu près 300 km d'autonomie, je pense qu'elle me suffirait amplement. Ça dépend des tarifs des voitures. Là, en ce moment, ce serait absolument impossible parce que je pense que c'est encore trop cher pour moi. Je me dis qu'en investissant une bonne fois sur l'achat et puis ensuite en rentabilisant sur le long terme, ça peut être intéressant. Surtout si l'État continue à maintenir ses aides, mais bon, ça baisse de plus en plus, donc je ne me fais pas trop d'illusions là-dessus. Je trouve qu'au final, ça change rien du tout l'électrique par rapport au diesel ou à l'essence parce que de toute façon, ça fait l'électricité, il faut bien la produire d'une façon ou d'une autre. Donc que ce soit le nucléaire, donc avec tous les problèmes que ça génère, on sait que si pire encore, si l'électricité est produite par des centrales à charbon, ça réduit en rien la pollution. Alors, il se dit beaucoup de choses dans ce micro-trottoir, autonomie des batteries, notamment, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, le prix. Le prix, évidemment, quand on est consommateur, ça peut être un frein. Éric Fintin, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les véhicules électriques sont plus chers que les véhicules diesel ou thermiques? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il faut payer le coût de la recherche et du développement de la part des constructeurs automobiles? Alors, désolé de vous contredire, mais aujourd'hui, avec le système d'aide qu'on a en France aujourd'hui, le véhicule électrique est au même prix, au même coût d'utilisation que le véhicule thermique. Et parce qu'il est subventionné. Parce qu'il est subventionné. Et après, notre travail à nous, avec la croissance des volumes, c'est de faire en sorte qu'au fur et à mesure du temps, avec la baisse des incitations, on puisse maintenir ce prix équivalent. Et ça, c'est vraiment la clé. Sachant qu'on est dans une industrie de volume où forcément les économies d'échelle sont importantes. Mais je pense que ce qui est important de préciser, c'est qu'un véhicule électrique, effectivement, l'élément central qui est cher, c'est la batterie, qui coûte 8 à 10 000 euros. Et donc, finalement, acheter un véhicule électrique, ça revient un peu à acheter son plein d'essence à l'avance pour les prochaines années, parce que finalement, une recharge d'un véhicule électrique, ça coûte quasiment rien. On parle de 3-4 euros pour 300 km. Chez Renault, ce qu'on a choisi de faire, pour vraiment ramener ce véhicule électrique au même prix et au même schéma financier que le véhicule thermique, c'est qu'on loue la batterie au client. Donc, vous achetez votre voiture au même prix que la Clio équivalente, avec l'aide de l'État. Et puis ensuite, tous les mois, au lieu de payer votre plein de carburant, eh bien, vous allez payer la location de votre batterie. Ainsi, vous avez vraiment un schéma économique qui est équivalent et on peut, je dirais, ne pas avoir cette objection du prix pour nos clients. Et le véhicule électrique, est-ce que dans 5 ans, il sera moins cher? Dans 10 ans, est-ce qu'on a une petite idée? C'est clair, chez Renault, on a annoncé clairement que les gènes de notre croissance dans le véhicule électrique, c'est bien de l'amener de manière abordable, et abordable à terme sans aide publique. Et ça, on va le faire progressivement entre 2020 et 2025. On aura l'ensemble des segments du marché, depuis les petites voitures d'abord, plutôt au début des années 2020, et puis sur les grosses voitures plutôt vers 2025, où on sera sur des coûts d'utilisation équivalents
à des voitures thermiques sans les aides. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est déjà le cas aujourd'hui avec les aides. Alors Bérangère Mesqui, je ne sais pas si dans les travaux que vous avez réalisés, vous avez regardé le prix des véhicules électriques en Chine notamment, mais est-ce que les véhicules électriques sont en production, sont moins chers que des véhicules aujourd'hui construits dans nos pays européens ? Alors aujourd'hui, le véhicule électrique, clairement, il ne vit pas sans subvention. Ce qu'on a pu voir par exemple au Danemark, en 2015, ils avaient des subventions, enfin des aides assez généreuses pour le véhicule électrique qui faisaient qu'à l'achat, le prix du véhicule électrique était inférieur au véhicule thermique. À partir de 2016, ils ont voulu réassujettir les véhicules électriques à la taxe d'immatriculation dont ils étaient dispensés, ce qui a conduit à une baisse, du coup, à un prix du véhicule électrique plus cher que le véhicule thermique. Et les ventes de véhicules électriques se sont effondrées, elles ont été divisées par 4 sur un an. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le véhicule électrique ne tient pas, en tout cas en Europe, sans subvention, ça c'est certain. Alors, Dominique Lagarde, ce qui est intéressant aussi de voir, on en a parlé avec Eric Fintin à l'instant, c'est le coût, finalement, du plein électrique. Il est vraiment intéressant ? Le coût du plein, il vient donc du prix de vente de l'électricité, donc qui n'est pour l'instant qui n'est pas le travail d'Enedis. Vous allez chez un fournisseur d'électricité, vous allez éventuellement chez un fournisseur même de voitures qui peut avoir des partenariats avec des fournisseurs d'électricité. L'ordre de grandeur que vous avez donné est tout à fait juste, donc c'est bien celui-là. Et c'est vrai que c'est une vraie rupture par rapport à un plein d'essence aujourd'hui. Bien sûr. Il y a des coûts qui sont liés au réseau. On peut en dire un tout petit mot. C'est vrai que le réseau, il alimente toutes ces bornes. Donc à 95%, Enedis fournit l'électricité sur l'ensemble du territoire. Donc on a l'expérience de la pose des bornes. C'est à chaque fois un coût pour le réseau, c'est-à-dire de tirer un câble vers la borne. Il faut savoir que ce coût-là est partagé entre l'ensemble des utilisateurs du réseau et la personne qui demande son propre raccordement pour sa propre borne. Donc c'est un partage qui est aujourd'hui à 40%, 60%, ce qui est facilitant aussi pour l'installation des diverses bornes, sachant que certaines bornes sont également subventionnées, donc ça vient en sus de ça. Donc c'est aussi quelque chose qui fait partie des politiques publiques et qui facilite l'équipement dans le pays des différentes bornes de recharge. Mais alors demain, on peut imaginer quand même que s'il y a un déploiement important, il va falloir des bornes, ça sera la deuxième partie de notre débat. Il va y avoir un coût, évidemment, à faire supporter. Ça va faire augmenter la facture pour le consommateur. Son plein d'électricité, ça va plus être le même. Si, sur le plein d'électricité, ce sera la même chose. Après, c'est plutôt sur le tarif d'utilisation du réseau qui va encaisser une hausse qui est déjà un peu estimée dès maintenant, avec des scénarios de développement du véhicule, et qui reste abordable sur la durée. On n'est pas en train de changer les ordres de grandeur du tarif. Donc là encore, avec l'étalement finalement du développement des ventes, qui va bien sûr un jour exploser, peut-être pas, en tout cas s'envoler, croître, on a déjà des scénarios aujourd'hui qui sont tout à fait soutenables. Et puis peut-être un détail très concret pour les téléspectateurs. Aujourd'hui, Renault, comme d'ailleurs un certain nombre de constructeurs, offre l'installation de la borne à domicile, en particulier si vous avez un habitat individuel. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui en ont. Là, dans ce cas-là, la borne est offerte dans l'achat de votre voiture. Donc c'est un souci de moins pour les gens pour passer à l'électrique. Alors, selon une enquête de consommateurs, le coût a priori plus élevé d'un véhicule électrique, finalement, sur 4 ans, eh bien, on s'y retrouverait. Je propose qu'on retrouve tout de suite, comme on retrouvera régulièrement Sébastien avec des invités et puis des éclairages. Donc Sébastien Cotet, il y a une étude de consommateurs qui est assez précise dont vous voulez nous parler. Il y a un vrai intérêt aujourd'hui à l'électrique, on peut faire des économies. Oui, Olivier, les futurs acheteurs sont toujours un peu frileux pour acheter un véhicule électrique. Pourtant, selon UFC Que Choisir, c'est plus rentable que les véhicules essence ou diesel pour le consommateur. Premier élément à prendre en compte, l'énergie, le faible coût de l'électricité. Au bout de 4 ans, on ne dépense que 1 000 € pour un véhicule électrique contre 5 000 pour un véhicule à moteur thermique. Ces économies pour le consommateur sont encore plus flagrantes si on réside en zone rurale ou périurbaine, c'est-à-dire lorsqu'on
roule beaucoup, avec un véhicule électrique, vous dépensez seulement 2 € pour 100 km. Sur l'entretien, le coût aussi est moins élevé pour un véhicule électrique parce qu'il y a beaucoup moins de pièces mécaniques. Avec un véhicule à énergie propre, pas besoin de vidanger régulièrement le moteur électrique. Ça ne nécessite pas de lubrification, il n'y a pas de boîte de vitesse ni d'embrayage. Ça veut dire moins d'usure et de casse. On estime la durée de vie d'un moteur électrique à plusieurs millions de kilomètres. Enfin, sachez qu'un véhicule électrique coûte aujourd'hui à l'achat entre 20 000 et 30 000 €, un prix auquel il faut déduire un bonus écologique de 6 000 €, bonus écologique de l'État qui a d'ailleurs été reconduit pour 2019. Merci Sébastien, on vous retrouvera dans quelques instants avec un premier invité pour un éclairage. Alors c'est intéressant, hein, on arrive vraiment au sujet qui intéresse tout le monde. J'aimerais bien m'acheter un véhicule électrique mais ça coûte un petit peu cher. Bon, donc il y a une subvention de 6 000 €. Alors on va voir avec vous Bérangère Mesqui, vous avez fait le tour de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui 6 000 € de subvention, on peut mieux faire en France ou pas? Par rapport notamment à la Norvège. Je vous disais en Norvège ils sont très incitatifs. En Norvège, ils sont extrêmement incitatifs puisque le véhicule électrique coûte moins cher que le véhicule thermique. Ça veut dire que la subvention est plus importante? Ça veut dire alors c'est pas des subventions, c'est de l'exonération fiscale. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de taxe à l'immatriculation, il n'y a pas de taxe à l'importation. Ça on le fait pas ici. Ça, on ne fait pas ici. On a un bonus, un bonus écologique sur le véhicule électrique qui est à 6 000 €, mais effectivement, on n'est pas au niveau de la Norvège en termes de subventions. Ensuite, aujourd'hui, les prix d'achat sont quand même suffisamment comparables, en tout cas, aux véhicules thermiques, pour que ce ne soit pas un frein à l'achat du véhicule électrique. Donc, peut mieux faire en France, alors, Eric Fintin? Non, je pense que honnêtement, le sujet de l'incitation financière, on est plutôt bien lotis. Ce qui était un point difficile pour nous, c'était pour les consommateurs, c'était la visibilité à long terme que la Norvège avait très bien fait. Et je pense que depuis les annonces de ces derniers jours, on a maintenant de la visibilité déjà pour 2019 et qu'on commence à avoir des perspectives pour la suite. Donc ça, c'est très rassurant pour nous en tant qu'industriels et puis je pense très rassurant pour les clients. Après, je pense qu'il y a deux priorités vraiment en termes d'incitation. La première, c'est l'incitation non financière que vous évoquiez tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein de leviers qui sont en plus probablement politiquement plus acceptables du fait qu'ils n'ont pas de coût direct. Je pense en particulier à des choses comme les couloirs de bus ou les voies réservées qui peuvent, dans un premier temps, bien sûr pas forcément à long terme, mais dans un premier temps, amorcer l'accélération du marché. Et puis deuxième sujet, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, un vrai levier autour de l'installation des bornes de recharge en copropriété, puisqu'aujourd'hui ça marche bien dans les maisons individuelles, c'est plus complexe en copropriété. Alors Bérangère Mesqui, dans votre tour d'horizon en Norvège, donc vous avez bien présenté les choses. En Chine, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des aides régionales. Il y a des aides locales et surtout en Chine, ce qu'ils ont, c'est un tirage au sort pour les nouvelles immatriculations dans lesquelles ils gardent une part de plus en plus importante pour les véhicules électriques. Et ça, quand on sait qu'on ne peut pas si facilement que ça obtenir un véhicule, mais qu'on l'aura plus facilement s'il est électrique, ça incite quand même pas mal à passer à l'électrique. Et en Californie, il y a une vingtaine de villes qui vendent beaucoup de véhicules électriques. C'est parce que là aussi, il y a des petits cadeaux, la place de stationnement gratuite quand on a un véhicule électrique, le covoiturage accepté dans une voie qui est réservée aux véhicules électriques. Oui, c'est ça. Il y a à la fois des aides financières qui dépendent du revenu en Californie et puis la possibilité d'emprunter les voies de covoiturage, des places de parking réservées. Tous ces petits détails qui effectivement facilitent le passage à l'acte pour acheter de l'électrique. Alors ce qui est intéressant dans votre rapport, vous le dites, et c'est extrêmement important, là où ça se passe bien, où on arrive à soutenir le marché de l'électrique, notamment en Norvège, c'est parce que les subventions, les incitations s'entendent dans la durée. Il n'y a pas d'arrêt tout d'un coup, puis après on reprend des subventions. Vraiment, c'est une politique dans la durée. Oui, c'est ce que disait monsieur tout à l'heure. Effectivement, la visibilité, c'est important pour les consommateurs et pour les industriels. Et puis c'est ce qu'on voit sur le Danemark, dont je vous disais tout à l'heure, les ventes de véhicules électriques ont été divisées par 4 en un an parce que tout d'un coup, on a coupé les aides sans que ce soit fait de façon lisse. Et ça, voilà, le résultat est là. Alors parlons maintenant de l'autonomie, c'est le deuxième frein, on l'a découvert dans le micro-trottoir. Donc aujourd'hui, qu'un véhicule électrique, on fait combien de kilomètres? Un véhicule, on va dire, citadin, puis une berline. Voilà. Alors,
écoutez, aujourd'hui, nous, notre véhicule best-seller, qui est le premier véhicule vendu en France, premier véhicule vendu en Europe, c'est Renault Zoé. Et aujourd'hui, c'est 300 km d'autonomie réelle, donc qui correspond absolument parfaitement aux usages du quotidien. Bien évidemment, c'est pas la voiture avec laquelle vous allez partir en vacances pour traverser l'Europe, ça c'est clair, et je pense qu'il y a un peu de temps encore pour ça. Par contre, on a tous les autres usages du marché, en particulier tout ce qu'on appelle les deuxièmes voitures, même si les foyers qui ont aujourd'hui une voiture électrique utilisent la voiture électrique comme première voiture du foyer, parce qu'on y revient, le coût d'utilisation est quasiment nul. Donc 300 km, je dirais, c'est vraiment le chiffre qu'il faut se mettre en tête comme une réalité d'aujourd'hui. Et puis ça va continuer à grandir dans les prochaines années, mais en essayant toujours... Mais ça existe, excusez-moi, je vous coupe, une berline Alors aujourd'hui, il y a des marques qui ont des berlines électriques. C'est aujourd'hui plutôt des marques de luxe. Pourquoi? Parce que sur des grosses voitures, vous avez tendance à vouloir faire beaucoup de kilomètres, donc il va falloir mettre des grosses batteries, et donc on va être sur des prix beaucoup plus élevés. On peut citer des exemples comme Tesla ou plus récemment Jaguar. Donc ça, c'est... Et là, on roule combien de kilomètres? Ah bah là, on peut aller jusqu'à 500, 600 km, c'est ces ordres de grandeur-là. Donc c'est complètement possible. En fait, c'est la miniaturisation des batteries l'enjeu? Non, oui, non. Et puis surtout la baisse du coût des batteries, hein, l'enjeu, puisque mettre une batterie qui va vous permettre de faire 500-600 km, c'est aujourd'hui encore cher. Et nous, on le mettra sur nos véhicules Renault quand on arrivera à faire une offre vraiment abordable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se concentre sur les véhicules du segment de Zoé, Clio, et puis aussi sur les véhicules utilitaires, puisqu'aujourd'hui, vous savez que, en particulier sur Kangoo, on a pratiquement 200 km d'autonomie, et ça permet de faire énormément des usages fourgonnettes. Vous avez près de 10 000 postiers en France qui livrent tous les jours les citoyens en Kangoo électrique. Et alors c'est à quelle échéance qu'on pourra rouler plus longtemps avec sa batterie? C'est 3 ans, 2 ans, 5 ans? Oui, d'ici, je dirais que les autonomies vont augmenter progressivement, je dirais, avec la baisse des coûts, en tout cas pour des marques généralistes comme les autres. Donc c'est effectivement le 3 ans, 4 ans, le bon ordre de grandeur pour avoir des véhicules plus longs. Mais il faut toujours garder en tête qu'on va laisser le choix au client. Parce que finalement, la batterie, on l'a dit, c'est un élément qui coûte très cher. Et je dirais, au lieu de projeter un peu systématiquement le modèle du véhicule thermique en disant « Ah, moi, je veux une batterie qui me permet de faire 800 km », peut-être que ça vaut le coup que le client se pose la question très concrètement en ayant une voiture qui fait 400, une voiture qui fait 600, et de se dire est-ce que vraiment j'ai besoin pour une fois par an d'acheter celle qui va coûter nettement plus cher. Et donc nous, c'est vraiment cette logique-là d'une vraie valorisation par le client de l'autonomie. S'il le souhaite, il la prend. S'il n'en a pas besoin, il aura une voiture moins chère. Alors les constructeurs vendront des voitures parce qu'il y aura aussi des bornes de recharge un peu partout. Dominique Lagarde, aujourd'hui, il y a combien de bornes de recharge sur le territoire français? Il y a des bornes accessibles au public. C'est celles qui ont été promues par l'État en premier. Il y en a plus de 20 000 sur le territoire. Et finalement, une couverture assez bonne du territoire. Et puis, il y a les bornes qui ne sont pas accessibles au public, notamment celles qui sont dans les maisons individuelles, qui sont en fait des prises de courant. Et donc, il y en a un certain nombre, puisqu'il y a quand même des gens qui roulent en voiture électrique dès maintenant. Donc là aussi, c'est des points de recharge. On pense que dans les usages futurs, donc, ce qu'on constate déjà aujourd'hui, c'est que finalement, la majorité des recharges vont se passer soit au domicile, soit sur le lieu de travail. C'est pour ça que, au-delà de cette couverture du territoire par des bornes qu'on voit dans les communes de France, on a aussi une action assez forte qu'on partage avec d'autres partenaires, qui vise à travailler sur les flottes d'entreprises et sur les endroits où se parquent finalement les voitures des salariés. Et le deuxième volet, ça a été cité par Éric Fintin, c'est le sujet du résidentiel collectif, c'est-à-dire des parkings d'immeubles qui sont finalement la principale zone blanche aujourd'hui en France. Il y a quand même 40%, 45% des gens qui vivent dans des immeubles. Hein. Et donc là, si vous cherchez des bornes, vous n'en avez pas. Et donc il faut que se débloque ce verrou, et c'est une affaire qui est collective entre les pouvoirs publics, Enedis, les différentes personnes qui offrent des services dans les immeubles, et il y en a un certain nombre qui commencent à se développer, et puis tous les acteurs de l'immobilier, et puis les copropriétaires qui seront les décideurs finaux de la façon dont on câble les parkings. Donc une aventure collective qui ne fait que commencer, mais qui, je pense, va aller peut-être plus vite qu'on ne le pense. Bon, et puis après, on va tous dans nos supermarchés faire les courses, on va dans des lieux publics. Là, on en est où? Ça avance? Et là, ça avance assez vite, parce que pour tous ces lieux, finalement, qui offrent des services, le fait de disposer de bornes de recharge est un pouvoir, finalement, d'attraction. Et donc, ça vient gonfler, finalement, l'offre du lieu dans lequel on se trouve. Donc, pour des supermarchés, bien sûr, vous pouvez faire des packages d'offres, finalement, en disant, si vous achetez chez moi, vous pouvez avoir des remises sur votre
votre recharge électrique. Donc, va se développer un certain, et c'est déjà le cas, hein, si vous prenez un certain nombre de grandes surfaces que je n'aime pas ici, vous pouvez déjà trouver des bornes. C'est vrai aussi pour des hôtels, c'est vrai pour des lieux de loisirs qui accueillent volontiers finalement l'installation de bornes. Nous, on les connecte toutes, donc on sait à peu près où elles sont, et je peux vous dire que ça va finalement assez vite. Alors, Bérangère Meski, comment ça se passe ailleurs? Si en effet il y a autant de véhicules électriques en Norvège, ils ont dû aussi se poser la question des bornes. Comment ils ont réfléchi? Où est-ce qu'ils les ont installées, ces bornes? Alors, effectivement, ils ont aussi eu la question des bornes. Aujourd'hui, en Norvège, il y a moins de bornes par véhicule électrique que ce qu'on a en France. Ah oui. Donc finalement, alors c'est un des sujets quand même norvégiens, mais voilà, finalement, on est quand même bien doté en France, faut le savoir. Et ils tombent pas en panne. Et ils tombent pas en panne. Alors il y a peut-être un peu des cas de stress, mais ils tombent pas en panne et ils achètent encore des véhicules électriques. Ce qu'on voit à l'étranger, c'est que le développement des réseaux de recharge, ça s'est quand même beaucoup construit sur du cofinancement public-privé. C'était largement subventionné au début, et puis que maintenant, progressivement, c'est vraiment le privé qui finance le développement des réseaux. C'est les grandes surfaces, comme on le disait tout à l'heure. C'est des réseaux particuliers, des réseaux spécifiques, comme le réseau Fastned aux Pays-Bas, qui installe des bornes et qui a un système d'abonnement. Et donc, il fait payer la recharge aux utilisateurs. Mais finalement, on voit que il y a un modèle de financement qui peut se baser sur du financement privé. Voilà, donc là aussi, il y a de la subvention. Alors, il y a de la subvention, beaucoup au début, et puis progressivement un peu moins. Bon, donc Enedis, vous allez avoir un petit peu de subvention au début, puis après faire autrement. Hein. La subvention, c'est une décision des pouvoirs publics qui est bienvenue, je pense, pour cette aventure collective. Oui. Je pense aussi que la subvention, elle doit être ciblée sur les zones qui sont moins rentables à équiper. En revanche, sur l'autoroute, les constructeurs, les stations-service ont intérêt à avoir des bornes de recharge et il n'y a peut-être pas besoin de subvention dans ces cas-là. Je pense qu'effectivement, sur ce débat des bornes, ce qui est important de rappeler aux gens qui finalement roulent en thermique et qui ont toujours ce réflexe d'aller se recharger dans des stations-service, c'est que finalement, la référence, c'est plutôt notre téléphone portable. Notre téléphone portable, on le recharge là où on est, à la maison, au bureau, éventuellement dans un restaurant ou dans un train. Et bien finalement, la voiture électrique, c'est pareil, elle est arrêtée une bonne partie de la journée, et donc elle va se recharger là où elle est, et donc pas nécessairement dans une borne publique. La borne publique, ça va être 5 à 10% des cas, plus un mode d'appoint que le mode principal. Très bien. Alors, on l'a dit tout à l'heure, l'important c'est la recharge. Et alors, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un garage où brancher son véhicule. Donc, en copropriété, comment on fait? Donc, il y a des solutions. Enedis en est une. Puis, il y a des startups qui se montent. On va retrouver tout de suite Sébastien Cotet, qui est avec le fondateur de The Plug. Oui, Olivier, on peut dire que mon invité, sans faire de mauvais jeu de mots, il est très branché en ce qui concerne les solutions de recharge dans les immeubles. Bonjour, Frédéric Renaudot. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de The Plug, spécialiste en bornes de recharge. Pourquoi c'est indispensable aujourd'hui, si je veux brancher mon véhicule électrique, d'avoir une borne de recharge? Je ne peux pas le brancher à une prise classique. Pourquoi? Alors en fait, on peut le brancher à une prise domestique, son véhicule électrique. La seule chose, c'est qu'on rechargera lentement, première chose, et d'autre part, ce n'est pas très sécurisé puisque l'ampérage utilisé est assez fort et donc il vaut mieux avoir une installation qui est faite par un professionnel et avec en particulier une borne de recharge ou une prise renforcée si on a des besoins de recharge assez limités. Donc vous, c'est ce que vous proposez. Vous proposez la borne et vous l'installez également. En fait, nous, on propose même mieux que ça, on propose un service, en fait, au travers d'un abonnement qui permet à un utilisateur dans une copropriété, on sait que la copropriété, c'est difficile, on vient de le dire, il y a à peu près 60% des gens en Ile-de-France, dans le Grand Paris, qui sont en copropriété, et donc c'est essentiel pour eux de pouvoir se recharger chez eux et pas seulement sur la voie publique. On l'a dit aussi, le principal point de recharge, c'est à domicile qu'il se trouve. Quand on a un véhicule électrique, c'est là qu'on veut le recharger de façon naturelle. Donc, en fait, on s'abonne en fait au service et on bénéficie d'une borne sur son emplacement de parking au travers d'un abonnement qui est résiliable à tout moment, mais qui permet de bénéficier d'une recharge et de puissances différentes en fonction de son besoin. Alors, lorsqu'on achète une borne de recharge à domicile, ça a un coût qui n'est pas négligeable. Il y a l'achat, il y a l'installation, une somme dont il faut déduire un remboursement de l'État, mais sous forme de crédit d'impôt. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En
En fait, nous, on s'occupe de tout. On s'occupe de l'ensemble des démarches auprès de la copropriété, mais aussi de l'ensemble des démarches pour récupérer les aides. Donc, il y a d'abord une aide qui s'appelle l'aide Advenir, qui permet de déduire à peu près 50% de la facture. Et ensuite, il y a effectivement le crédit d'impôt et également une TVA réduite sur les bornes de recharge. Et ça, en fait, on intègre l'ensemble, ce qui permet à l'utilisateur d'avoir un prix net, un prix de revient net pour sa borne à partir de 499 € TTC, nous c'est ce qu'on propose, et ensuite un abonnement à partir de 19,90 €, électricité incluse par mois. Donc on a sa recharge pour ce prix-là. Merci Frédéric Renaudot, fondateur de The Plug, spécialiste en installation de bornes de recharge. Très bien, merci Sébastien. On vous retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité. Mais finalement, on va aussi se poser une question. Est-ce que demain, il y aura des bornes de recharge partout? Mais pourquoi est-ce que notre route ne serait pas aussi conductrice d'électricité? Pourquoi elle ne produirait pas de l'énergie? On a été posé la question à des ingénieurs qui y travaillent. Ils sont ingénieurs à VDCOM. C'est un institut de recherche sur le véhicule du futur. Ils travaillent donc sur des solutions comme celle-ci. Regardez. Pour les commuteurs, aujourd'hui, une Zoé avec 40 kWh, ça suffit pour faire tous les trajets. Par contre, si on doit faire un long trajet, dans ce cas-là, il faut être plus patient. Eh bien, on a développé un système de recharge en roulant par induction qui permettrait, dans ce cas-là, de charger la voiture pendant qu'elle roule. Donc, avec une batterie de quantité limitée, on pourrait, à condition que l'infrastructure soit équipée, on pourrait donc permettre un voyage où la voiture pourrait se recharger en roulant. Ça peut être aussi une piste importante pour les taxis sans chauffeur autonomes, puisque dans ce cas-là, il n'y aura pas de perte d'exploitation liée à la recharge. Le véhicule pourrait continuer à faire ses trajets tout en se rechargeant pendant qu'il roule. Donc ça, nous pensons que c'est une technologie assez prometteuse. C'est ce qu'on voit derrière nous, c'est ça précisément? Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Alors vous avez des boucles qui sont sous la chaussée et une boucle qui est dans le véhicule. Et donc quand le véhicule passe sur une boucle, le système reconnaît et envoie du courant qui va recharger. Et quand il quitte cette boucle pour aller sur la suivante, on coupe le courant sur la première pour le mettre sur le deuxième. La commutation se fait très très vite, c'est 200 microsecondes. Donc c'est extrêmement rapide, ce qui fait qu'on peut recharger une voiture jusqu'à plus de 100-110 km/h pendant qu'elle roule. Donc ça suppose quand même d'adapter toutes nos voies, les nationales, les autoroutes. On en est loin, très loin, ça n'a pas commencé. Bien sûr, alors toutes nos voies, ça fait partie des choses à regarder, c'est quelles sont les voies qui seraient prioritaires. Il faut bien considérer une chose, c'est que comme on pourra mettre des batteries beaucoup plus petites que si elles devaient assurer des très longs trajets, si vous considérez un parc à un moment donné qui est élevé, mettons 1 million de véhicules, on peut arriver assez vite à des ordres de grandeur, d'écart entre les deux solutions de plusieurs milliards d'euros. Dans ce cas-là, ça peut se discuter de mettre l'argent dans l'infrastructure plutôt que dans des batteries qu'il faut produire et recycler. Alors on le voit bien, l'avenir s'invente aujourd'hui. Il y a beaucoup de solutions. C'est ça qui est passionnant dans ces sujets de mobilité. Ça s'invente au quotidien. Et donc ça renverse beaucoup d'habitudes. Et puis tout le monde travaille ensemble, les constructeurs, les responsables d'infrastructures, réseaux, mais aussi d'infrastructures routières. Donc tout va communiquer bientôt. Merci beaucoup d'être venu nous parler véhicules électriques. On va maintenant s'intéresser à la ville électrique avec les transports en commun électrique, avec la mobilité solo. Et on va regarder tout d'abord un reportage qui a été réalisé par Sébastien Cotet auprès de la RATP. Eh bien oui, la RATP va complètement bouleverser sa flotte de bus. En 2025, ils seront aux 2/3 à l'électrique. Regardez ce reportage. De loin, il ressemble à un bus classique. Mais quand il se rapproche, on entend la différence. Pas de bruit de moteur, ajouter du bleu sur la carrosserie. Voici le bus 100% électrique de la RATP. En 2025, 2/3 des 4500 bus de la région Île-de-France seront électriques. Les autres circuleront au biogaz. Car la RATP s'est lancée dans le challenge de la transition énergétique.
Le plan de déplacement urbain francilien prévoit la réduction de 20% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 7 ans. Nous sommes sur une direction qui est celle de 100% de mobilité zéro émission, zéro carbone. Et ça, c'est notre ligne directrice. Sur le chemin, il y a évidemment 100% de bus électriques à Paris d'ici 2025. Pour relever le défi, la présidente de la RATP a signé une convention avec le distributeur d'électricité Enedis. 17 dépôts sur 25 seront transformés par Enedis pour accueillir la technologie électrique. C'est à la fois, j'allais dire, de amener l'électricité dans le centre et de faire en sorte que l'opération du centre ne pèse pas de trop, j'allais dire, sur la consommation électrique du voisinage. Donc il faut à la fois avoir le niveau de charge nécessaire. 2025, c'est demain. Et à l'échelle d'une région comme Île-de-France, quand on connaît les nombres en jeu, quand on voit les échéances qui sont celles de villes comme Paris, on se doit d'être au rendez-vous et on sera au rendez-vous. Au total, dans chaque centre, près de 200 bus devront disposer d'une puissance d'environ 10 MW. Les véhicules seront rechargés la nuit pour ne pas perturber le trafic la journée. La RATP exploite déjà une ligne 100% électrique depuis 2016, la ligne 341. Les bus circulent entre Charles de Gaulle-Étoile et la porte de Clignancourt. Vous êtes sur Via Grand Paris, c'est Smart Mobility, l'émission sur les nouvelles mobilités enregistrée en direct en public de l'Atelier Renault. Et on parle aujourd'hui mobilité électrique et on s'intéresse avec nos invités aux nouvelles formes de mobilité, transport en commun, mobilité solo. De nouveaux invités nous rejoignent. Je vous les présente tout de suite. Nicolas Cartier, directeur du programme Bus 2025 de la RATP. Merci d'être là avec nous. Et Frédéric Dumas, PDG de Altermove, qui est revendeur de solutions de mobilité solo. Bonjour. Alors on va commencer tout de suite avec Nicolas Cartier. On l'a vu dans ce reportage, c'est une petite révolution qui s'annonce chez vous à la RATP. En 2025, donc les 2 tiers de vos bus seront à l'électrique, l'autre tiers seront hybrides. Bio-GNV. Bio, ah oui d'accord, très bien. Alors pourquoi finalement choisir cette solution? C'est pour marquer vraiment la fin du diesel? Vous voulez qu'on respire un air plus pur dans la région? C'est exactement ça. Effectivement, on est très sensibilisé à la notion de ville durable, évidemment, en tant qu'opérateur de transport. Et assez rapidement, dès les années 2014, on a lancé le plan Bus 2025, donc de transition énergétique de la flotte, qui a finalement anticipé la réglementation qui maintenant s'impose à nous, à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'interdiction du diesel en 2024, mais aussi la loi de transition énergétique de 2015 qui nous a demandé d'acheter progressivement des bus propres, 50% dès 2020, 100% à partir de 2025. Et donc c'est tout ça qu'on a anticipé avec notre plan pour une ville plus durable. Donc le bilan carbone de la RATP va fondre? C'est l'objectif, effectivement, moins 50% au global RATP d'ici 2025. Oui. Et ça représente combien de bus? Parce que je crois qu'il y a que 4000 bus qui circulent. La RATP, c'est 4700 bus environ, 4500 si on prend standard, 12 mètres, articulés. Et donc là, il y a les premiers bus électriques qui sont arrivés. On a vu dans le reportage cette première ligne. Ça va se faire progressivement d'ici 2019-2020. En fait, on installe l'infrastructure dans un centre bus. Donc on l'a dit, on a 25 centres bus. On va en faire 17 à l'électrique, 8 au gaz. Et dès qu'un centre bus est prêt, on peut déployer des bus à l'intérieur. Et donc là, il y a un prochain dépôt de bus, entre bus qui... C'est ça. Ouais, les 2 bientôt. premiers, là, ils sont en travaux, donc ils doivent sortir l'année prochaine, en fait. Donc là, vous avez déjà commandé des bus pour l'année suivante? Voilà. En parallèle, on commande des bus et on fait les travaux d'un côté pour l'infrastructure et on commande les matériels en parallèle. Donc on a déjà plus de 80 bus électriques, 80 suivants arrivent l'année prochaine. Et puis le gros appel d'offres, c'est pour fin 2020, en fait, le début du déploiement plus massif. Alors, qu'on comprenne bien, la RATP, on pense toujours Paris, mais c'est toute l'Île-de-France qui va être concernée par ces bus ou pas? Oui, tout à fait. Donc je vous ai dit 2 tiers de bus électriques, 1 tiers de bus au gaz. Donc l'électrique est plutôt concentré dans l'hypercentre, donc Paris, l'approche couronne, mais il y en aura aussi un peu plus en banlieue. Puis du gaz moins à Paris, mais aussi en proche banlieue. Et alors ça, c'est sur tout le territoire que couvre la RATP, donc c'est à peu près la moitié de l'Île-de-France. L'autre moitié, c'est les bus Optile.
Donc il y a un programme aussi, mais qui est piloté, auquel nous, on ne participe pas directement. Alors concrètement, on parlait tout à l'heure des solutions de recharge. Ils ne vont pas tomber en rade d'électricité, vos bus, s'il y a une voiture qui provoque un bouchon Non, dans la capitale? alors l'avantage c'est qu'on sait exactement comment on roule tous les jours. Donc dans Paris, en gros, on a besoin de 200 km d'autonomie, ce qui est l'offre des constructeurs aujourd'hui. Enfin, le marché est en train de se caler. Ce qui fait que, comme ça a été dit dans le reportage, notre objectif, c'est de faire uniquement la recharge dans notre centre-bus, sans faire de charge au point d'arrêt ou en terminus, ce qui permet aussi de lisser les courbes de charge et donc de charger essentiellement la nuit quand le besoin de courant est le plus faible finalement. Alors, la mobilité électrique, c'est aussi les nouvelles solutions solo pour parcourir le dernier kilomètre entre une station de train, de métro et son travail. Donc, la mobilité solo, c'est quoi? C'est par exemple le vélo, la trottinette, les gyroroues. Alors, à quoi ça ressemble exactement? Combien ça coûte? Sébastien Cotet a mené l'enquête. Après le vélo, le scooter et la trottinette, d'autres engins ont investi les rues. En attendant l'overboard de retour vers le futur, un skate électrique a déjà séduit les adeptes de la glisse. Cette planche à roulettes peut atteindre jusqu'à 40 km/h en vitesse de pointe. Vous avez une courbe d'apprentissage, vous pouvez très bien faire du skate électrique et vraiment bien vous amuser entre 20 et 25 km/h, ce qui correspond à une vitesse classique d'un skate non électrique. Vous pouvez vous déplacer dans Paris sans aucun problème. Ensuite, nous, on recommande quand même de la sécurité, de la responsabilité, parce que le skate électrique, vous allez le faire dans des zones où vous avez d'autres usagers. Et disons qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul sur comment les gens qui font du skate électrique réagissent. Autre alternative pour se déplacer, ce gyropode qui semble venir tout droit d'un film de science-fiction. Ce deux roues fait un carton chez les touristes qui le louent pour visiter la capitale. Au départ, c'est un concept qui a été pour les personnes à mobilité réduite. Il s'avère que ça c'est plutôt un peu dangereux pour eux et du coup ça a été développé plutôt pour un engin pour le déplacement personnel. Donc c'est des engins qui sont en France considérés comme piétons par le ministère des Transports. Donc on circule sur les trottoirs, à la condition d'être courtois bien entendu. Et puis vous voyez, c'est des engins qui sont électriques, donc qui n'émettent pas ni de bruit ni de gaz. Pour avancer ou reculer, il suffit d'incliner son corps en avant ou en arrière. Mais un tel engin n'est pas accessible au commun des mortels. Les prix peuvent atteindre jusqu'à 8 000 € selon le modèle. Bon, alors là, on est sur des produits très chers. Heureusement, il y en a des beaucoup plus accessibles. On va en parler tout de suite avec Frédéric Dumas. Vous êtes PDG d'Altermove. Vous êtes revendeur de solutions solo. Tout à fait. Alors là, on est dans des produits chers, hein. Alors, c'est cher parce qu'effectivement, dans l'esprit du grand public, aujourd'hui, un vélo, c'est dans les 300-400 €. Un vélo électrique, c'est plus cher. Un peu comme à l'image de l'automobile, ce qui coûte cher, c'est la batterie. C'est généralement 40% du prix du vélo électrique. Mais par contre, on a effectivement un usage qui peut être quotidien. Donc, ce que demande le public généralement, c'est du confort, c'est une autonomie qui assure de pouvoir faire son déplacement sans problème, et puis d'avoir effectivement un vélo qui soit assez puissant, puisque l'avantage du moteur électrique, c'est qu'il démarre très vite. Il a un rendement qui est nettement supérieur à du moteur thermique, donc ça permet d'avoir des accélérations et donc de ressentir un plaisir qu'on n'a pas dans d'autres moyens de déplacement. Et alors vous avez commencé par vendre des vélos assistance électrique. Ça a été un vrai carton, ça marche vraiment bien, ça continue à marcher. Alors effectivement, le vélo électrique, aujourd'hui, il y a une très forte demande dans un usage de mobilité quotidienne pour aller travailler, pour aller faire ses courses. Mais on a aussi très récemment un vélo loisir, c'est-à-dire du VTT électrique, ce qu'on appelle du VTC, du vélo touche-main pour faire des randonnées. Et du coup, le vélo électrique devient totalement polyvalent. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour aller travailler, mais aussi pour se faire plaisir le week-end en famille ou en promenade. Alors il y a une étude récente qui est du comparateur de prix Idealo qui a été publiée et qui dit que la demande de ces engins électriques a été multipliée par 11 sur une seule année. En tout cas, c'est ce qu'ils ont vu, eux, sur leur comparateur de prix. Arrive en premier la trottinette, puis les gyroroues et les overboards. Vous vendez ces produits? Ils sont accessibles?
Alors effectivement, il y a une demande qui est d'ailleurs très récente, surtout sur les trottinettes, les gyropodes, les roues. C'est déjà plus, ça s'adresse vraiment à une niche, puisque ça demande, comme vous le disiez dans le reportage, une certaine adaptation, c'est pas ouvert à tout le monde. Par contre, la trottinette, c'est une excellente solution sur des petites distances, et en plus c'est intermodal, puisqu'on peut l'emmener assez facilement dans un bus ou dans le métro. On va demander si on a le droit de l'emmener dans le métro, on a le droit? Oui, on a le droit. Oui. Ah ouais, d'accord. Qu'elle soit repliée. Très bien, ok. Donc on n'a pas le droit d'être en trottinette sur les quais, par exemple, d'une station de métro. Ça, c'est interdit. Ça, il faut la porter. Hein. Oui, il faut la porter. D'accord. Et donc, la trottinette, aujourd'hui, à partir de quel prix on peut s'offrir? Alors, ça commence dans les 300 €, mais la demande du public, là encore une fois, va sur des trottinettes plus puissantes, comme on le disait tout à l'heure, qui vont plus vite. Et donc, on peut atteindre des prix qui vont jusqu'à 2000 €, 2500 €. Si on veut faire des grandes distances avec des roues plus importantes, avec un peu des amortisseurs. Voilà, donc après, une fois qu'on a pris le goût, on a une demande du public vers plus de confort, plus de puissance, plus d'autonomie. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Il y a des trottinettes même maintenant partagées, hein, des trottinettes en libre service. Il y a deux sociétés qui se sont lancées dans Paris. Donc on n'est pas dans un phénomène de mode, là c'est durable. Alors, c'est un peu comme le Vélib, c'est-à-dire qu'autant le Vélib a incité les Parisiens ou les Lyonnais ou les grandes villes, les grands centres de métropole de se remettre à faire du vélo, parce qu'on avait perdu l'habitude de faire du vélo, notamment pour aller travailler. Donc c'est très incitateur parce qu'on peut tester, on peut se rendre compte de ce que ça donne. Et je pense que alors là, c'est très récent comme phénomène, notamment à Paris, où on peut effectivement trouver une trottinette en libre service dans la rue, n'importe où, et qui soit géolocalisable en plus avec une application. Donc ça, je pense que ça va inciter, y compris à la vente de trottinettes électriques. Voilà, parce que c'est tout l'intérêt en fait de l'électrique. Hein. On est aussi dans la mobilité partagée. Vous l'avez dit, il y a des services de trottinettes électriques. Il y a également des services de scooters électriques. Voilà, là encore, on peut trouver des scooters en libre service dans la capitale. On va retrouver tout de suite Sébastien Cotet qui est auprès de l'une de ces startups qui se sont lancées. Vous êtes auprès du directeur de marketing de Coupe, Sébastien, un service de scooter électrique. Oui, tout à fait, Olivier. Bonjour, Arthur Cassegnot. Bonjour. Alors, vous proposez donc des scooters en libre service électrique dans Paris. Vous continuez gentiment à vous développer. Aujourd'hui, 1700 scooters disponibles dans la capitale. Vous êtes en pleine croissance. Qu'est-ce qui plaît tant dans la mobilité électrique? Quelles sont les remontées que vous avez de vos utilisateurs? En premier lieu, je pense que c'est la technologie elle-même. En fait, on en a parlé un peu. Les batteries ont fait de sérieux progrès. Et sur nos scooters à nous, on a une distance qu'on peut parcourir qui est de 80 km. Ça permet évidemment de louer le scooter jusqu'à 10 fois par jour sans même avoir de problème de batterie. Et ça, évidemment, ça apporte beaucoup de confort dans l'utilisation. Et ensuite, il y a évidemment une question qui est sur l'attente elle-même par rapport à la conduite, enfin par rapport au mode de déplacement et à la mobilité. C'est une mobilité qui est moins polluante, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'émissions à l'usage comparé à un véhicule à combustion. On a aussi un véhicule qui est beaucoup plus silencieux, et ça, on entend nos utilisateurs, hein, c'est à double tranchant. D'un côté, il y a ceux qui vont apprécier ça parce que ça enlève de la pollution sonore dans la ville. Il y a d'autres utilisateurs qui sont un peu plus réfractaires au fait de ne pas avoir cette habitude, mais nous, on croit fortement que de toute manière, petit à petit, on va s'habituer au fait d'avoir des véhicules électriques beaucoup plus présents et que ça va changer les usages et les gens vont apprendre un peu à regarder. Ça c'est très important. Et enfin, on est aussi un service innovant. Coupe, c'est un service innovant et on innove sur l'usage à la fois puisqu'on propose un scooter en free floating disponible et une application. Et pour nous, il me semble que ça n'a pas trop de sens d'innover sur l'usage sans innover sur les technologies qu'on propose. Ça passe par les technologies dans le smartphone avec l'application pour déverrouiller en Bluetooth, mais ça passe aussi, puisque c'est une expérience globale, par le fait de pouvoir avoir un véhicule vraiment performant, électrique, et donner un peu cette vision qu'on souhaite avoir globale de la mobilité. Alors, 1700 scooters, ça demande de l'entretien, du reconditionnement. Comment on fait pour maintenir en état une telle flotte de scooters pour que l'utilisateur ne tombe pas en panne de batterie, par exemple, pendant un trajet ? Alors, il y a différentes choses pour ça.
Le fait important, c'est qu'on ait une solution 100% free floating. Ça veut dire que comparé au modèle où il y a des bornes, on intervient directement dans la rue et l'essentiel des opérations se situe en effet là où est positionné le scooter dans la rue. Il y a quelques opérations évidemment quand on doit amener le scooter au garage qui sont pas faites dans la rue. Ça nécessite plusieurs choses. La première, c'est d'avoir un état un peu permanent du scooter. Donc, on a besoin de connaître son niveau de charge, on a besoin de savoir si tout fonctionne, s'il y a bien un casque dedans, si la plaque est bien vissée. Donc ça, vous pouvez le savoir en temps réel? Alors, on a deux types de remontées. On a évidemment les remontées qui vont être technologiques, où on a des capteurs qui nous disent bah, c'est pas chargé, il manque un casque, ce genre de choses. Et on a des remontées de terrain par nous, nos employés, et puis aussi les utilisateurs en fait, qui se prêtent assez bien au jeu. Finalement, ils sont demandeurs de ces solutions et dès qu'ils voient un désagrément, ils sont assez friands, enfin en tout cas volontaires pour le signaler. Et là-dessus, de fait, nous, on dispatche nos équipes pour aller intervenir au plus urgent. Si c'est vraiment urgent, on va désactiver le scooter. Typiquement, quand il tombe sous un niveau de charge, on désactive le scooter de manière à être sûr que vous ne vous retrouvez pas en plein milieu d'un trajet à ne pas pouvoir finir votre course. Et ça, c'est assez important. Merci beaucoup Arthur Cassegnot, directeur marketing de Coupe. Merci Sébastien. Alors on le voit bien avec la mobilité électrique, on est dans une mobilité qui se partage, donc des scooters électriques. Alors puis on est très étonné sur la mobilité partagée électrique parce qu'il y a des nouveaux entrants. Voilà, par exemple la RATP. Vous avez investi dans un concurrent de Coupe qui s'appelle Cityscoot. 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 Voilà, c'est un scoop. Cityscoot. Et alors, pour quelle raison? C'est pas votre métier premier, là, vous sortez de votre métier. Effectivement, on évolue parce qu'on voit que la demande évolue. La nouvelle ville, la ville durable, c'est la mobilité par le transport public qui est le cœur de notre métier et qui est absolument indispensable parce que le mass transit, il existe et il va continuer à exister, il va se développer de plus en plus parce que les villes se densifient. Mais les attentes de nos voyageurs, de nos clients, elles évoluent et le simple mass transit ne suffit pas. Il faut offrir une gamme complète qui peut aller du dernier kilomètre avec des navettes autonomes, qui peut aller avec du covoiturage dans certains cas, qui peut aller avec du partage de scooters. Et c'est pour ça qu'on investit assez largement dans ces nouvelles technologies pour offrir un service complet pour cette ville moderne. Donc le transporteur que vous êtes investi dans la mobilité partagée et le constructeur automobile que vous êtes également, Eric Fintin, puisque Renault déploie aussi une offre de services de véhicules partagés comme va le faire prochainement Peugeot et puis je crois aussi, je ne sais plus je crois que c'est des Allemands très prochainement dans la capitale. Pour quelle raison en fait? Parce qu'on est en train de sortir de la propriété, on va vers l'usage de son véhicule? Exactement, on a une vraie tendance de fond qui a commencé par d'abord le passage de l'achat à la location du véhicule et puis on voit bien que petit à petit on s'achemine vers des nouvelles formes de mobilité où la voiture va être utilisée de manière plus intensive et donc partagée qui nous emmène progressivement vers des véhicules autonomes, ce qu'on appelle des robots-véhicules ou des robots-taxis. Et nous, notre rôle, il est non seulement d'avoir tout l'amont de la chaîne de valeur en concevant, produisant, distribuant les voitures, mais aussi en opérant un certain nombre de ces flottes, soit directement nous, soit à travers nos clients. Et dans les deux exemples que vous citez, effectivement à Paris, on opère à la fois en partenariat des véhicules en autopartage. Vous avez maintenant environ 200 Zoé qui sont dans les rues de Paris avec Move in Paris, donc elles sont disponibles juste simplement en téléchargeant l'application. Et puis aussi à travers des offres de VTC avec la marque Marcel qui permet aussi à l'intérieur de Paris de rouler en Zoé pour vos déplacements urbains. Donc un investissement fort et qui va continuer à croître au fil des prochains mois. Alors, on arrive maintenant au terme de cette émission. J'ai envie, avant que l'on se quitte, de vous demander un peu, c'est quoi demain une ville 100% électrique? Voilà, faisons donc ce rêve, les voitures, les bus, les vélos, voilà, tout est électrique. Alors, ça vous inspire quoi? Allez, on commence avec vous, Monsieur Cartier. Je pense qu'il y a une notion d'apaisement. On l'a vu, nous, quand on a fait nos premières expérimentations sur nos bus électriques. Le fait que le véhicule soit plus silencieux, ça apaise même l'atmosphère à l'intérieur du bus et entre les voyageurs, le ton baisse. Enfin,
on s'apaise, quoi. Donc c'est une ville plus apaisée. Une ville plus apaisée. Pour vous, alors quel qualificatif? Bah écoutez, moi je retiendrai la notion de plaisir. On a la chance de, je dirais, travailler dans une industrie automobile qui reste très émotionnelle. Là, on a beaucoup de parler, et c'est normal, de protéger la planète, d'améliorer la qualité de l'air, et c'est fondamental. Néanmoins, la notion de mobilité, elle est importante en soi. 2, elle doit dégager des formes de plaisir pour les clients. Et c'est vraiment le retour qu'ils nous font dès qu'ils essayent une voiture électrique. C'est vraiment cette notion de confort, de silence, de puissance aussi, parce que c'est aussi une aspiration, que ce soit pour des particuliers ou pour des professionnels, quand ils l'utilisent comme moyen comme outil de travail. Ah, Frédéric Dumas, et vous, alors cette ville, alors elle est apaisée, elle est plaisir, elle est silencieuse. Alors, les plaisirs, je rejoins tout à fait ce commentaire, mais c'est aussi la possibilité de choisir à tout moment le transport qu'on veut. Donc s'il fait beau, on prend son vélo électrique. S'il pleut, on va peut-être faire du convoiturage ou prendre un taxi. Si on veut partir loin, à ce moment-là, on va prendre un moyen de transport qui vous permette d'avoir une grande autonomie. Donc finalement, on va choisir, on va passer en fait d'une ville mono-centrée sur la voiture à finalement le consommateur, l'utilisateur va choisir à tout moment en fonction de ses désirs. Très bien, et donc on espère aussi que ce sera une ville où on respirera mieux. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour ce rendez-vous Smart Mobility. Smart Mobility, donc c'est le rendez-vous de la mobilité, des nouvelles mobilités réalisées en public et en direct de l'atelier Renault. Merci beaucoup à l'atelier Renault de nous accueillir, d'avoir facilité cet enregistrement. On vous dit à très très bientôt pour parler de nouvelles solutions de mobilité. Merci à tous.